Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions et de tout ce qui a marqué la pop culture et qui la marque encore aujourd'hui. Aujourd'hui, une émission spéciale. Si vous reconnaissez ceci, vous savez de quoi je parle. Si vous reconnaissez ce qu'il y a derrière moi, vous avez deviné. On va parler évidemment des Tortues Ninja. Et pour parler de ces 4 tortues d'enfer, j'ai pas 4 tortues avec moi, mais 3 spécialistes de la question. Lionel, bienvenue, tu es administrateur de Tortues Ninja France et également du Tortupédia. Bonjour à tous. Voilà, on reviendra un petit peu après sur ce que c'est exactement, mais c'est passionnant. Joe avec moi, journaliste, auteur, animateur, ça va très bien et grand fan des tortues et aussi de jouer, et ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu après. Yes. Romain, journaliste avec nous, grand fan de Tortues Ninja entre autres et de catch. Vous allez voir, il y a un rapport. Salut Seb, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour évoquer encore une fois un sujet qui me tient évidemment vraiment à cœur. C'est toute notre enfance, toute notre adolescence, mais c'est aussi toute notre vie maintenant. Oui, on parle bien des Tortues Ninja, mais j'aimerais qu'on revienne à la base. On va retracer un petit peu chronologiquement l'évolution des Tortues Ninja, parce que évidemment, en France, on l'a connu avec le dessin animé de 1987, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va évoquer par la suite. Mais à la base, les Tortues Ninja, ça part un petit peu comme une blague. C'est complètement une blague. Un peu, ouais, c'est complètement une blague. Ouais. Alors, et une blague et des accidents heureux, quoi. De gens qui auraient pu ne jamais se rencontrer, qui, via des... Enfin, tu t'en parleras certainement mieux que moi, mais des petits aléas de la vie se sont croisés. Se sont hyper entendus alors que c'était 2 personnes assez différentes. Donc là, on parle de Kevin Eastman et Peter Laird. L'un qui était dessinateur de comics indépendants et qui avait une sorte de fanzine de comic book un peu inspiré de Robert Crumb. C'était vraiment du satirique. Et Eastman qui, lui, était... travailleur saisonnier. Voilà, travailleur saisonnier, qui bossait dans des restos, qui vendait des calamars, mais qui dessinait, qui était passionné de ça et qui, quand il était petit, se disait que plus tard je serais dessinateur de comics et qui finalement pensait qu'il n'allait jamais le faire, et qui prend le bus pour aller rejoindre sa meuf de l'époque qui habitait dans la même ville que Peter Laird, et tombe dans le bus sur ce magazine et se dit « Ah là là, mais ça a l'air trop bien, j'ai envie de bosser avec eux !» Et il leur envoie une lettre de motive et quelques dessins en disant « Voilà, je m'appelle Kevin Eastman, je fais un petit peu de dessin. » Et Peter Laird qui reçoit ça, le contacte, ils se rencontrent. Le courant passe direct alors que c'est 2 personnalités très opposées finalement. Il y a une différence d'âge, différence un peu de, je pense, d'attitude et tout. T'en as un qui est un petit peu rock'n'roll et l'autre qui est beaucoup plus posé. Mais en fait, le courant passe. Et surtout, leur dessin était très similaire. Et c'est ce qui a fait, en fait, la boîte a dit, écoutez, monsieur Eastman, votre dessin ressemble beaucoup à un de nos hommes, Peter Laird, on va vous mettre en contact avec lui. Et justement, Laird a vu le dessin, il s'est dit, mais c'est vrai, donc ils ont beaucoup échangé par courrier à l'époque. Eastman lui a montré un petit peu son portfolio, ce qu'il faisait. Là, on est en quelle année, là? On est en 81-82. Ah même, non, même avant. 81-82. Et du coup, Laird lui dit, bah écoute, passe un après-midi au studio, et puis on va voir ce qu'on peut faire. C'était plus de l'échange vraiment super sympa. Et Eastman se rend dans son bureau, il ouvre la porte, et là, surprise. Qu'est-ce qui se passe? Il voit en fait un dessin de son héros. De Jack Kirby, voilà, accroché au mur. Et il n'avait jamais vu d'originaux. Eastman, il faut dire, il a 19 ans à l'époque, c'est un gamin. Laird, il devait avoir 27 ans, 28 ans à peu près à ce moment-là, ils ont 8 ans d'écart. Et il y a tout pour plaire. C'est un coup de foudre. Les 2, ils parlent d'un coup de foudre, exactement. C'est clairement un coup de foudre. Ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes ambitions plus ou moins. Eastman s'était vraiment vu être un dessinateur de comics étant jeune, il a fait les Beaux-Arts, on ne voulait pas le lui payer, mais il a vraiment beaucoup dessiné étant jeune, et il espérait faire du comics, il espérait percer. Et voilà, il rencontre quelqu'un qui parle la même langue que lui, littéralement. Alors là, on est à la rencontre des 2 créateurs des Tortues Ninja. Mais comment on en vient aux Tortues Ninja? Parce que les premiers trucs qu'ils font, c'est pas du tout les Tortues Ninja. Très très long. Voilà. Là, on est en 82, voilà. En 82, 83, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Ils dessinent un petit peu ensemble, ils essayent de voir. Et finalement, ils vont avoir beaucoup de problèmes de déménagement. Ils n'habitent pas dans le même état non plus. C'est assez compliqué pour eux. Mais finalement, ils décident de faire une petite entreprise, de fonder une entreprise en 83 qui va s'appeler Mirage Studio. Donc comment ça se passe? Ils vont aller au restaurant, ils vont jeter sur le papier différents noms d'entreprises et ils vont chercher lequel fonctionne le mieux. Ils se disent Mirage Studio, c'est ce qui fonctionnerait le mieux parce que ils étaient dans une espèce... Eastman louait le même appartement que Laird et sa femme.
ils voulaient essayer de créer leur propre entreprise avec leurs propres moyens. Et Mirage Studio correspondait parce que leur vie, leur ambition, c'était un mirage. Mais ils voulaient quand même y croire, donc ils ont fait le studio malgré tout. En fait, c'était C'est un peu une blague pour leurs interlocuteurs aussi. Mm. Genre, Mirage Studio, alors qu'en fait, le studio n'existe pas. C'est un mirage. C'est chez eux, en fait. C'est juste l'espace dans le salon, donc tu cherches Mirage Studio, alors qu'en fait, il n'existe pas et ça les faisait rigoler. Mais ils ont quand même mis une sorte de logo. Ouais, parce qu'il fallait avoir un minimum professionnel, mais ouais, c'était un peu la galère. Ils ont lancé une série tous les deux qui s'appelait Fugitoid aussi. Gobel ID Cook, qui est Fugitoid du coup, qui est publié dedans. Et Fugitoid, c'est leur premier personnage vedette, on va dire. C'est un peu c'est un androïde fugitif et ça marche pas du tout. En fait, ils intéressent pas grand monde. Et c'est un soir un peu déprimé où ils savent pas trop quoi faire. C'est Kevin Eastman qui dessine une tortue ninja. Ouais. Alors au départ, ils pensent à plusieurs trucs avant d'en venir à la tortue. C'est de la blague en fait. Ils avaient l'habitude, Eastman et Laird, de se faire des petits coups de blague comme ça. C'était vraiment des vrais potes, c'est les meilleurs potes du monde. Et Laird, il regardait la télé à ce moment-là, il s'embêtait. C'était en novembre 83, vers la moitié du mois apparemment. Et à quelle heure? C'est tellement précis là. 19h52. On n'avait pas d'infos. J'ai demandé à Eastman, il m'a dit que c'était vers la moitié du mois. Et il s'embêtait clairement. Et Eastman a voulu embêter Laird. Et il lui a fait un dessin. Et Eastman est quelqu'un qui était vraiment très influencé par tout ce qui est kung-fu, tout ce qui est Bruce Lee, tout ce qui est aspect de film un peu sombre. Et il s'est dit, bon, on va déconner ce soir et puis on va faire un truc qui n'a rien à voir. On prend un ninja, on prend une tortue, la tortue qui est lente, la tortue qui... Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on associe avec un ninja en premier. Et puis il le met avec un ninja, il met des nunchakus en hommage à Bruce Lee. Et c'est comme ça que naît la première tortue qui ressemblait pas du tout aux tortues finales. Et Laird s'est dit, purée, mais c'est cool. Donc il dessine sa propre tortue en retour, donc vraiment très différente au niveau du design. Et là, Eastman a envie de surenchérir sur la chose. Et lui dit, bah écoute, on va faire une bande. On va en faire 4. Donc il esquisse les 4 et Laird finit par les mettre en ancrage. Et ça rend bien, c'est cool. Donc voilà, donc c'est juste un délire. En une soirée, les Tortues Ninja étaient créées. Voilà. Alors ils n'avaient pas encore l'intention de faire un comics, mais voyant que Fugitoid ne trouvait pas preneur, ils commençaient à mûrir le truc, ils se sont dit, mais ce serait quand même cool si on pouvait aller au-delà. On a réussi à faire nos tortues, pourquoi pas essayer d'aller au-delà. Donc ils ont décidé, sûrement fin novembre, début décembre, d'en faire un comics et de l'auto-publier. Ils ont dit, vu qu'on trouve personne pour le Fugitoid, on va faire notre délire à fond, jusqu'au bout. Voilà la couverture du premier d'ailleurs. On va faire le truc à fond, on va s'auto-publier, on va aller chez l'imprimeur et puis on va sortir un certain nombre de copies, on le vendra lors d'une convention. Ils ont emprunté de l'argent à l'oncle de Kevin Eastman pour pouvoir payer l'impression des un peu plus de 3000 exemplaires. Ce qui était pas mal. Et là, on est donc 3000 pour le premier. Et là, il y a un truc qui va se produire qui est fou, c'est que... les commandes pour le numéro 2 sont de... Déjà, les commandes pour le premier... Il y a eu une réédition, oui. Déjà. Pour le premier, déjà, c'était de la folie, parce que quand ils ont voulu vendre le premier à la convention, ils ont déjà commencé par distribuer un peu, sous forme d'annonces dans des journaux, qu'ils allaient être présents à la convention. Ils ont trouvé des personnes qui allaient les distribuer dans les magasins de journaux. Et finalement, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte que s'ils pensaient vendre 1 ou 2 exemplaires, ils ont vendu tout. Ils ont vendu les 3275 exemplaires. Ils n'ont même pas forcément gardé beaucoup pour eux, ce qu'ils regrettent aujourd'hui. Ils se rendent compte que ça marche. Et on leur demande d'en refaire une nouvelle édition. Donc ils doivent ressortir 6000 exemplaires de plus du premier. Et à l'été 84, leurs distributeurs leur disent « Mais oui, mais les gars, vous vendez par correspondance vos comics, mais les gens attendent une suite. » Et la suite n'était pas du tout prévue. Ils s'étaient dit... Oui, c'était un one-shot. C'était un one-shot. Alors peut-être, éventuellement, ils s'étaient dit dans les rêves les plus fous... Oui, voilà. C'est ça. Désolé, on spoil. Voilà. Shredder meurt dès la fin du premier numéro des Tortues. Et donc ils se disent, on va peut-être lancer une suite, finalement, ça pourrait marcher. Eastman était toujours en train de gérer du homard dans son coin. Il en a marre des odeurs avec la chaleur, tout ça. D'ailleurs, tu parles de homards, et ça a failli être les tortues, ça a failli être des homards à la base. Voilà. Et du coup, Eastman revient voir Laird. Et durant la fin de l'été, autour du mois d'août, août-septembre, il commence à dessiner le deuxième. Il crée des nouveaux personnages. April O'Neil, qui est créé à ce moment-là. Baxter Stockman, le scientifique fou. Et paf, ils font un deuxième numéro avec une suite de prévus. Et là, c'est un carton. Ça commence à être un carton, les ventes sont géniales. Le deuxième, c'est là, ils en vendent des centaines de milliers. Quoi. Ouais. Et là, ils passent de leur propre impression de 3000 trucs à plus de 100 000 copies en l'espace de quelques mois. À 135 000 copies. Ouais, voilà, ils en font un taf à plein temps. Ils en font un taf à plein temps, mais il y a une chose qu'il faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas du tout le comics et qui connaissent peut-être que via les dessins animés, etc.
c'est que c'est super dark en fait à la base. C'est dark, c'est du comic book underground. Enfin, on l'a dit, les mecs ils viennent vraiment du fanzine de comic book en noir et blanc, pas spécialement destiné à un public jeune effectivement. Quand tu relis aujourd'hui le premier numéro des Tortues, tu t'imagines pas du tout qu'il y a quelqu'un qui va avoir l'idée de faire un dessin animé pour enfants avec le truc, effectivement, parce que c'est assez gritty. C'est violent. En fait, c'est lié à l'époque où les superstars du comics mainstream, on va dire, bah, c'est Frank Miller, c'est Alan Moore, c'est des bandes. Même le comic mainstream se durcit un petit peu. C'est l'époque aussi. C'est l'époque qui veut ça. Donc, ouais, c'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui quand on voit. Ça se voit d'ailleurs, ne serait-ce que sur le plateau, quand tu vois cette illustration des Tortues Ninja et celle qui est juste à côté, ça a l'air d'être deux mondes complètement différents, quoi. Et comment on passe alors du comics? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été fondateur et on va en parler. Comment on passe du comics à la série animée, qui va être le grand changement qui va faire rentrer les Tortues Ninja dans la légende, pour le coup, c'est là. En fait, tu as un monsieur qui s'appelle Mark Friedman, qui travaillait déjà dans le licensing et les choses comme ça, et qui est passé à son compte, et qui cherchait justement une licence, quelque chose à vendre et à essayer de transformer en jouet, en grosse marque, on va dire. Et donc, il cherchait une nouvelle pépite. Ouais, voilà, il cherchait quelque chose. Et il a eu le flair, parce qu'en tombant sur les comics des Tortues Ninja, il s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et c'est assez marrant, parce que lui, il était un peu comme Mirage Studio, au sens où il n'avait pas vraiment de boîte. Sa boîte, c'était juste son costard qu'il louait et sa carte de visite. Il travaillait en freelance et il était même serveur. Ouais, voilà, il était bien en costume, et on l'a appelé apparemment monsieur, tu bouges pas et tu restes là et tu gagnes tes sous. T'as l'air important. Et donc il arrive à avoir un rendez-vous avec Kevin Eastman et Peter Laird. Et pareil, il met son costard, il y va avec plein d'assurance. Et il leur les esbroufs. Ouais, un peu dans les esbroufs. Et il leur propose d'essayer de gérer le licensing des Tortues Ninja. Et le courant passe bien, alors qu'eux, ils sont en short t-shirt quand il arrive. C'est totalement deux styles différents. Eastman et Laird s'en foutaient parce qu'ils avaient déjà été contactés par pas mal de monde avant. Sauf que c'était des gens, le courant passait pas. Comme tu dis, il est vraiment bien passé avec Friedman. Et surtout, ils lui ont demandé de garder la main sur la licence. C'était ça les conditions. Parce que les autres personnes qui avaient approché le duo d'abord, c'était ouais, vous nous cédez les droits, etc. Là, avec Mark Friedman, c'était OK, mais on garde le dernier mot sur tout. C'est nous qui décidons si les choses se font ou pas. Et il accepte. Et il a eu le nez. Et ensuite, donc, il est parti sur la route pour essayer de rencontrer les différents fabricants de jouets, etc. Et avec comme matos, on va dire, pour représenter les Tortues Ninja, une grosse maquette en mousse qui avait été construite un peu pour l'occasion. Et là, c'est important ce que tu viens de dire. Lui, il part rencontrer des boîtes pour fabriquer des jouets. Au début, il pense même pas au dessin animé. Ah non, donc c'est pour ça. Ce qu'il veut, c'est en faire des figurines. Au début, il voulait faire des dessins animés. Parce qu'il a été formé, en fait, par un des grands-parents des G.I. Joe, j'ai plus du tout son nom, Weston peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'était son mentor, et il a vu comment avait fonctionné G.I. Joe. Donc il devait savoir que pour vendre du jouet, c'était classique. On allait mettre l'univers. Voilà. Il fallait un support. Donc c'était une fenêtre de publicité beaucoup plus longue qu'une publicité normale, surtout qu'aux US, il y avait le problème de quelques secondes seulement avec des jouets à l'écran, ici on sait que de l'animation. Donc on avait vraiment besoin d'un dessin animé. Donc je pense que même s'il est parti à la recherche d'un jouet, d'un fabricant de jouets, il savait que l'étape dessin animé allait forcément c'était obligatoire. Mais en tout cas, pour le moment, on est juste sur le jouet là. On est juste sur le jouet. Donc il va démarcher. Il est rejeté par tout le monde. Clairement. Je crois qu'il y a quelqu'un de chez Hasbro qui le reçoit, qui dit ouais c'est cool, qui montre le truc à son patron. Son patron lui dit c'est le truc le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie. On le voit il y a un très bon documentaire sur Netflix. Ah oui, Toys That Made Us. Et donc il se fait rejeter. Et là en fait Playmates Toy, cette petite boîte de Hong Kong, c'est un peu son dernier espoir. Et justement parce qu'il connaît quelqu'un de chez Playmates avec qui il a travaillé. Il lui envoie la maquette en mousse avec quelques comics dedans, etc. Et quand le mec voit le truc, il dit bah ouais c'est cool. Et la machine est lancée. Mais au début, là encore ça va être compliqué. En fait, tout ce qui va mener au succès des Tortues Ninja, ça n'a jamais été genre fait comme ça ou fait super simple. Ils ont toujours été décrédibilisés en fait. C'est soit le nom Teenage Mutant Ninja Turtles qu'aujourd'hui est connu. À l'époque, soit il tiquait, on se disait purée, c'est cool, on va en savoir plus, soit c'était ouais, c'est ridicule, on fout la poubelle. Et puis voilà, et ça a toujours été comme ça. C'est des ninjas à l'époque, c'est un peu mal vu, c'est pas pour les enfants. Des tortues, ok, pourquoi pas. Là, on peut se dire c'est un côté super enfant, mais pourquoi tes tortues, elles se battent? Voilà, il y avait des choses assez antinomiques
qui font que c'est peut-être tous ces petits points de détail qui font qu'en fait ça a créé un succès. Et pour ceux qui se rappellent pas des jouets, alors là, ou ceux qui n'ont pas connu, je vous propose de regarder une petite publicité de l'époque qui va nous faire du bien. Is this the end for Donatello? Eat this, turtle breath. Got a pizza instead? Coming right up. It's the Turtles' motorized pizza thrower. They're having a party. Oh no! Bebop and Rocksteady in the Flying Foot Cruiser. Looks like they've got an eye on our boys. Hey, these dudes are a real pushover. Michelangelo to the rescue in the party wagon. We'll show these hairballs how to party. Teenage Mutant Ninja Turtles. Only from Krona. Donc voilà, là, on a quand même... on respire les années 80. On est en quelle année pour la sortie des jouets? 88. Alors, en France, Juin on est... 90. en France, En France, c'est en 90. Ouais, en France, en 90. 90. Le dessin animé, on le rappelle, il date de 89. Il apparaît en France en 90, en même temps que les jouets, en fait. à peu près, ouais. Ouais. En Donc, France, on a été synchro, aux US, c'était pas la même. ouais, il y a eu d'abord les jouets et ensuite la série. D'abord le animée. dessin animé et ensuite les jouets. Ah, d'abord. Ah, Ce qui s'est c'est passé, intéressant. ils n'ont pas réussi tout de suite à vendre les jouets, enfin, ils n'ont pas réussi à trouver vendeur. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être revoir un petit peu la com, le marketing et un peu ce qu'il y avait également. Ils n'avaient pas prévu de véhicules en fait. Ouais. Et ils se sont dit, on va peut-être commencer à mettre des véhicules pour vendre avec les jouets. Donc c'était bien, ils avaient des figurines 9 cm comme G.I. Joe, donc vous pouvez mettre des véhicules avec. Donc ils ont commencé à créer le Turtle Blimp, ils ont fait le Party Wagon, tout ça, donc le véhicule, le van. Parce que là, il faut préciser que les jouets ne se vendaient pas en magasin. C'est juste que les revendeurs, donc Toys R Us et toutes les grandes chaînes de magasins, n'en voulaient pas, en fait. Ils en voulaient clairement pas, ils se sont dit, ça va pas marcher. Les échantillons, les dessins qui étaient proposés ne convenaient pas. Ça marcherait jamais. Et donc, ils ont fait venir quelqu'un de He-Man, donc de Musclor, pour reprendre le truc et redessiner certains ennemis, redesigner la camionnette qui est devenue le Party Wagon mythique que tout le monde adore. Et là, le mec a commencé à taffer là-dessus. Et c'est à partir de là que difficilement Toys R Us a accepté au States une commande pour 6000 pièces. Ça a été à l'occasion du Toy Fair, donc en février 88. Donc le dessin animé, c'est le grand salon du jouet où ouais. tous les commerciaux vont venir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. On est en février 88, donc le dessin animé était sorti un petit peu plus d'un mois avant, à l'époque de Noël 87. Et là, ils ont finalement réussi à trouver acheteur et les figurines ont été lancées sur le marché en juin 88. Et ça a été une folie. Alors on le rappelle, vous avez fait plusieurs références, notamment à Musclor, les Maîtres de l'Univers, à G.I. Joe, etc. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du dessin animé pour vendre du jouet. Et c'était quelque chose qui marchait très bien. Ouais. Et donc c'est un système qui a été reproduit avec en fait, la seule gamme qui se démarquait de ça, c'était Star Wars, qui n'était pas tiré d'un dessin animé, mais d'un film. C'était la gamme phare, puis ensuite les Maîtres de l'Univers et G.I. Joe. Et la grosse différence aussi avec les Tortues Ninja, que je captais pas moi quand j'étais petit, parce que ça me paraissait hyper naturel, mais qui aujourd'hui, en tant que fan de jouets, me saute aux yeux, c'est que quand tu repenses aux figurines Star Wars, même aux figurines G.I. Joe, dans une moindre mesure aux Maîtres de l'Univers, mais c'était des figurines qui étaient toutes droites, quoi, tu vois. Genre, qui étaient, que toi, tu articulais, tu bougeais les bras, les pieds, les jambes, mais c'était vraiment des figurines qui se tenaient toutes droites, qui étaient vendues comme ça dans leur blister. Et les Tortues Ninja, c'était les premières figurines qui étaient articulées, mais qui étaient déjà plus ou moins mises dans des poses dynamiques, en fait. Comme on peut le voir avec Shredder, par exemple. C'est le plus marquant. Qui était tout voûté. Ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi il avait cette posture-là, c'était très bizarre. C'est parce que sinon, il rentrait pas dans le blister, en fait. Ouais. Exactement. Et aussi, c'est apparemment, ils voulaient pas que les méchants soient plus grands que les gentils. Ouais. Donc il y a eu la question du blister, question économique et question plus imperceptible sur les on le voit là sur le plateau, Shredder. Vous êtes d'accord avec moi, il a une posture un peu bizarre. Il est un peu chaud. Mais je trouve qu'il ressemble même pas trop à la version du dessin animé. On sait pas pourquoi. J'aurais bien aimé que dans Toys That Made Us, ils en parlent. Et finalement, je trouve qu'on n'en parle quasiment pas beaucoup des jouets dans cette série. C'est dommage. On ne dit pas pourquoi il est torse nu. Alors, on sait qu'ils ont voulu rendre torse nu en hommage à Bruce Lee. Si on regarde la plastique du personnage, c'est Bruce Lee. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire torse nu? Bon, pour le moment, on n'a pas encore. Je sais pas encore le style. Et aussi, un élément très important qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il a fallu différencier les tortues. Ouais. Parce que dans le comics, déjà, c'est noir et blanc. Et mis à part les artworks promotionnels et les couvertures, où là, on les voit en couleur, c'est rouge pour tout le monde. Il n'y a que les armes qui permettent de les différencier. D'ailleurs, on le voit sur la pochette du premier jeu NES.
des tortues, on va en parler juste après, Oui. les tortues ont toutes un bandeau rouge. C'est Ça, une c'est tiré d'un couverture comics, d'Eastman en fait. et Laird. Bien sûr, Ouais, c'est les numéros la 4 du couverture, comics. hein, c'est la couverture du 4. comics. Et donc après, ils ont mis la boucle de ceinture avec le nom, ils ont changé les couleurs, ils ont La couleur de peau des tortues aussi. et ils ont axé aussi un peu plus axé les différences de comportement que dans le truc, parce qu'il y a une mini-série de 6 épisodes, parce que nous on connaît la série Tortue Ninja qui a duré quasiment 200 épisodes sur la totalité, mais pour Très faire la inégal, promo, d'ailleurs. pour faire la promo des figurines, eh ben, ils ont fait mettre en chantier cette petite série de 6 épisodes qui présentait les personnages principaux. Alors, il y a un détail important, tu l'as rappelé, c'est différencier les tortues avec des bandeaux différents. On leur a donné des personnalités propres à chacune. Mais aussi, on est sorti complètement de l'univers qu'on rappelait tout à l'heure, qui était très dark, etc. On a rendu le truc kids-friendly, quoi. Ça Voilà. serait Et pas encore, passé la du première tout. saison, En fait, le truc, c'est que comme, par rapport au une fois de reste. plus, Eastman et Laird ont quand même gardé le contrôle artistique final, enfin, c'est eux qui ont le dernier mot, malgré le fait que ce soit rendu accessible pour les enfants et tout, ça garde ce côté, ça perd en violence, en dureté, mais ça garde ce côté un peu fou à la base qu'a le pitch de 4 tortues qui sont entraînées par un rat géant et qui ont des armes et qui font des arts martiaux, quoi. Parce que même si c'est dark, c'est une parodie les Tortues Ninja à la base. Ouais, c'est du Et bar de ville. surtout, le scénariste en fait, qui a compris ça, c'était David Wise, Ouais. qui connaissait Ouais. déjà les tortues au moment où Oui, il a qui était fan proposé du le truc. Alors, normalement, ça aurait dû être Chuck Lorre, qu'on connaît par exemple sur The Big Bang Theory, qui aurait dû le faire, mais il était déjà occupé, donc il a dit voilà, je vous Mais qui a présente fait le David Wise. générique du dessin animé. Il a fait le générique américain. Le générique Et du coup, non, la musique c'est- en France, c'est La musique, c'est la même, c'est les paroles qui changent. Les paroles changent et en fait, donc Chuck Lorre a écrit le générique, Et il il a chante, rajouté ses voix dedans. Ouais. En France, on le perd complètement. Et du coup, il présente le projet à David Wise, et Wise connaît les tortues, donc il savait à peu près déjà sur quoi partir. Il a retouché, bien sûr, pour les enfants. Et ça qui est intéressant, la première saison est faite par les studios de la Toei au Japon. Et c'est là Très, où très je grande dis, qualité. voilà. On a de la qualité. Et il y a un truc, je rebondis là-dessus, je te coupe 2 secondes, Vas-y. mais c'est que, par exemple, tout ce qu'on voit dans le générique aussi, c'est Magnifique. C'est la Toei. c'est super. C'est Mais ça. c'est aucune image du dessin animé. On n'a aucune image du dessin animé, mais on C'est a la dans patte. aucun on a la épisode, patte ça, les japonaise. amis. C'est pour ça que c'est tellement beau. Il fait presque plus sombre en plus le générique, Ouais, parce mais qu'ils complètement. attaquent, ils Même sont la un première peu, Mais saison, c'est un en truc que soi, est tu peux beaucoup plus vérifier sombre sur que le reste de la aussi série. le générique des Transformers, où genre tout est hyper beau. Tu vois, Après, et tu par retrouves contre, pas la même qualité dans les épisodes, mais Et bon. vu qu'après, les saisons suivantes, elles n'étaient pas prévues initialement, c'est parce que ça a fonctionné, parce que les jouets se vendaient et parce qu'ils ont vu que ça pouvait Donc, fonctionner. première saison, c'est au Japon, par la C'est au Toei, Japon. par Toei Après, Animation. ça se gâte. Ils doivent trouver. Ils avaient eu un budget d'1,5 million pour la première saison de 5 épisodes. Donc, surtout des épisodes qui se suivent, contrairement à la reste de la série où on va avoir peut-être quelques épisodes du début de la deuxième saison qui vont suivre. Et ça va être ensuite- même pire dans certains épisodes, c'est-à-dire qu'on va avoir des ressucés d'épisodes d'autres saisons. Ouais. C'est complètement fou. Et c'est justement là le problème, c'est ce qu'il y a, on en parlera après, je pense, ce qui a un petit peu enterré la licence, ce qui a désintéressé les enfants petit à petit, c'est qu'ils ne prenaient pas le risque d'incorporer de nouvelles choses. Ils mettaient tout le temps de nouveaux mutants au fil des saisons. faut vendre du jouet. Il faut vendre du jouet. Et Voilà, surtout les c'était saisons devenu 3 ça, et le 4. leitmotiv, hein. C'est ça. Et les saisons 3 et 4, on n'est plus sur des saisons de 5 et 13 épisodes qui étaient les deux premières. Mais de 26 On était sur du 43 et 38 épisodes. Bah, Parce qu'ils voulaient en fait passer la série en syndication de manière à pouvoir rediffuser les épisodes sans problème ça, je me toute la rappelle, semaine. ouais, tout à fait. On est passé sur une semaine complète aux Oui, US. parce qu'il y avait des lois qui obligeaient à faire un certain nombre C'est ça. d'épisodes pour pouvoir les rediffuser. Exactement, 65 épisodes. Donc on passe d'une diffusion de tous les matins du lundi au vendredi aux US. Ensuite, on rajoute le samedi, voire même à un moment le dimanche. On avait 7 jours d'affilée de Tortue Ninja aux US. À un moment, c'était phénoménal. Après, nous, quand on était enfant, très honnêtement, moi j'ai connu enfant, je sais pas vous, moi ça m'éclatait les Tortues Ninja. Et là, les points, les défauts qu'on met en exergue et en valeur, j'en avais rien à Vous cirer n'avez rien quand à faire, j'étais clairement. petit. Tu calcules pas clairement. ça quand La t'es qualité enfant. de l'animation, franchement, Vous voyez pas je m'en tapais. C'est ça. Les épisodes, je me disais, mais attends, ça, je me disais vite fait, mais ça, attends, c'était pas dans un autre épisode. Et je voyais quelques changements, oh bah non. Enfin, voilà, c'était en fait Mais le après, taf les était tortues fait. étaient cool, c'était Mais beau. oui. Les ennemis, bon voilà, ils s'en prenaient plein la gueule, donc c'était cool. Il y avait des mutants nouveaux à chaque fois. Et on a parlé de Shredder, et il y a Krang aussi qui Et il y a Krang. qui Et il y arrive. a Krang. Alors Krang, lui, c'est un petit peu le nouveau personnage. Bon, il y a eu Bebop et Rocksteady qui ont été créés pour le dessin animé. Krang, la volonté, c'était d'instaurer un nouveau personnage novateur, extraterrestre, parce qu'il fallait expliquer comment Shredder et son technodrome. Le technodrome a été créé avant Krang. Et également avoir un petit peu ce personnage mystère extraterrestre, difforme,
Et puis la VF. Et puis la VF qui était Exceptionnelle. Exceptionnelle. Jusqu'à saison 5 est formidable. Voilà, il faut le souligner. Hein, Donc, Philippe Auguste qui a trouvé un super cast, lui-même qui se donne à fond dedans. Ah oui, non, mais tout. Hein, je pense que vraiment tout avec. Tout, c'est formidable en termes de doublage. Pour nous, en tant qu'enfants, c'était du kiff absolu. Par contre, je trouve, j'ai juste remarqué un truc, et ça, c'est une réflexion que je me suis fait avec le recul, c'est que je trouve que le caractère des tortues est moins marqué dans la VF que dans la VO. Par exemple, quand t'es petit, tu vois que Donatello, c'est l'intello parce qu'il est toujours en train de bricoler des trucs. Tu sais que Leonardo, c'est le leader parce qu'ils te le disent plus ou moins explicitement. Et pour moi, ça a toujours été Raphaël, en fait, le leader. Son côté tête brûlée, et tu le sens moins en français. La bande-son du film des Tortues, qui a été faite par Partners in Crime, donc on entend à la fin du film, ils disent Raphaël est le leader. Parce qu'ils ont cru que c'était lui, vraiment. Mais pour moi, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient. Toute ma vie, pour moi, Raphaël, c'était le chef. J'ai pas compris. Ça a toujours été Leonardo pour moi, même si Raphaël, c'était mon préf. Parce que c'était le rebelle et c'était Michelangelo, le meilleur. Mais moi, je préfère Raphaël aussi. Je suis plus Leonardo. Team Nunchaku, direct, les gars. Et tu regardes la seule figurine gigantesque qu'elle a aujourd'hui, c'est Raphaël. C'est un signe. Et c'est moi qui l'ai ramené en plus. Nunchaku, c'est Michelangelo. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit. Mais non, toi tu dis Raphaël. Ah non, mon préféré c'est Michelangelo. Ah, ton préféré c'est Michelangelo. Oui. Bah ouais, Par contre, Raphaël a l'arme la plus pourrie des 4. Ouais. Ah, j'adore les sailles. La pioche de d'agriculteur. J'ai appris que ça s'appelait des sailles bien après. J'ai jamais su nommer cette arme dans ma jeunesse, hein, je vous le dis. Hein, donc c'était un truc pour les brochettes. Le Nunchaku, le sabre, c'est plus cool. Ouais, mais c'était Raphaël qui attrapait les parts de pizza avec donc il avait cet avantage. Arme qu'il n'utilisait pas, arme qu'il n'utilisait quasiment jamais contre les ennemis dans le dessin animé, soit dit en passant. Et donc c'était un énorme succès. On va terminer là-dessus pour cette première partie d'émission. Le dessin animé, alors aux États-Unis, évidemment, énorme succès, mais également en France. Ça fait une mondiale. C'est un carton. Alors, pour l'Europe, ils ont un petit peu eu du mal parce qu'il fallait venir le concept de ninja. C'est pour ça qu'en Europe, on a renommé la série. Alors, plutôt en Angleterre, Allemagne, tout ça, Teenage Mutant Hero Turtle et non pas ninja, parce que le ninja. C'était connoté. On avait des séries de films un petit peu plus tôt dans les années 80 qui étaient très assassins. Et American Ninja Warrior, voilà. Et du coup, le ninja, ça passait pas. Donc, on a renommé la série Hero. Nous, on aime bien les le nunchaku qui a été banni d'une grosse partie de l'Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, tout ça. Et on en reparlera d'ailleurs après. Voilà. Et si on regarde bien, à partir de la 3e saison, Michelangelo n'a plus du tout de nunchaku dans la série. Ils ont dû adapter parce qu'en Grande-Bretagne, ils ont supprimé toutes les scènes de nunchaku, même dans le générique. Et si on regarde bien, à partir de la 3e saison, le nunchaku saute pour le lasso pour la série normale, pas qu'en Bretagne. Et même dans le générique, la CBS commande un nouveau générique à partir de la 4e saison. Nous, ça arrive en 5e saison en France. Donc pour ce nouveau générique, Michelangelo est tout le temps soit main nue. On voit les tortues en train de s'entrer dans le repère avec leurs armes. Michelangelo est à coups de poing. On le voit toujours avec le lasso ou main nue dans le générique. On l'a privé de la meilleure. On l'a privé de son arme. Et ça portera d'ailleurs un petit peu problème aussi pour le film. On en parlera après. On a évoqué un petit peu le succès, pour terminer cette première partie, le succès et le phénomène Tortue Ninja avec le dessin animé qui touche le monde entier. C'est 87 le dessin animé. Et là, évidemment, quand quelque chose marche, on est dans la fin des années 80, début des années 90, il faut absolument en faire un film. Et là, hop là, le mutagène. Le mutagène entre en jeu. Et voilà, magnifique objet, j'en suis fier. Hein, avec un petit truc, il y a une petite lumière qui fait... Bon, ça, on s'en fiche, ça sera pour plus tard. Mais tout ça pour dire, et oui, content d'être content, c'est trop bien. En 90 sort le premier film Tortue Ninja. Ouais. Alors j'aimerais, avant qu'on parle de la sortie du film, de ce qu'il représente, de ce qu'il y a dedans, comment on passe du dessin animé, de jouer du comics, à... Mark Friedman. On va faire un film. Justement, c'est assez... controversé. Mark Friedman, en 88, voulait lancer autre chose qu'un dessin animé parce qu'il craignait une ombre qui planait, qui s'appelait Batman. Batman de Burton de 89. Et il s'est dit, si on veut réussir à continuer à avoir cette licence qui fonctionne, il va peut-être falloir un film et à l'adapter au cinéma. Le problème, c'est qu'il fallait trouver des studios. Le film en 88 était pas... Enfin, la série, n'était pas encore connue suffisamment. C'était pas encore le phénomène qu'il était en 90. Et finalement, ça vient pas du tout de Friedman, la proposition initiale, ça vient d'autres personnes. Ça vient, alors ici, je sais pas si ce sera forcément connu, c'était le comique Gallagher qui écrasait des pastèques avec sa tête, qui faisait un show aux États-Unis. Une sorte de Garcimore américain. Ouais. Son producteur, qui s'appelait Gary Proper, et un de ses amis, qui était Kim Dawson, sont tombés sur le comics et ils ont voulu l'adapter. Ils sont allés voir Friedman. Leur volonté, en fait, c'était de faire quelque chose. Qui gérait les droits. Qui gérait les droits, voilà, il avait les droits dessus. Ils ont été le voir, ils lui ont dit écoute, voilà, on aimerait bien faire un film.
Plutôt comique, et ils avaient déjà en fait des noms d'acteurs comiques. D'ailleurs, celui qu'on peut voir dans la parodie de Star Wars de 87, je sais plus du tout son nom. Rick Moranis Peut-être, j'ai plus son nom. Ils voulaient le mettre en tortue, donc ils avaient des idées comme ça de comiques. C'était pas du tout le ton de la BD. Et Friedman, Laird et Eastman ont dit non, c'est bon. Ils ont déjà eu des propositions avant, ils auraient mis des mecs qui auraient maquillés, ça aurait été dégueulasse, clairement. Ils ont dit non. Mais Dawson n'avait pas du tout l'intention d'arrêter là. C'est là que Friedman va être un petit peu mis à l'écart. Et Dawson va directement en fait, embaucher un scénariste qui va être Bobby Herbeck. Herbeck qui travaillait sur quelques projets de licence avec la Golden Harvest. Il va faire le tour d'Hollywood. Golden Harvest, on rappelle, c'est une grande maison de production, notamment de kung-fu, d'arts martiaux, qui a connu un succès malade. Dans les années 70-80. Qui ont les meilleurs cascadeurs. Les meilleurs combattants. Ils ont mis Bruce Lee sur le devant de la scène, Voilà. Jackie Chan par la suite. John Woo. Si on voulait faire... Mais c'est pas une très grosse structure malgré tout. C'est pas une grosse structure, mais c'était les plus gros à l'époque. Et c'est eux qui faisaient tous les gros films d'arts martiaux 70-80, c'était à eux. Tous les films de Bruce Lee, c'était d'eux. Et du coup, il avait essayé de proposer son scénario des Tortues un petit peu partout à Hollywood et personne n'a voulu l'écouter. Et en dernier recours, il s'est dit, j'ai quand même proposé à Thomas Gray, qui était un des producteurs de la Golden Harvest, s'il serait d'accord. Et il s'est fichu de lui. Littéralement, Thomas Gray a dit « Qu'est-ce que tu me racontes des tortues ninja ?» Allô. Non, parce que c'était Golden Harvest, c'était des films très réalistes. C'était réaliste, sanglant, violent. Voilà. Ceux qui ont vu du Bruce Lee meurt, désolé du spoil, quasiment tous les films. Premier degré à fond, quoi. Voilà. C'est du sang, voilà. Et Herbeck et Dawson n'ont pas arrêté de le recontacter pendant 3 mois. Dawson lui dit « Écoute, non. » Herbeck, pardon, lui dit au téléphone « Je veux que tu fasses un repas avec Dawson. Si tu veux pas après ce repas, tu lui dis, mais clairement. Mais c'est toi qui lui dis et je veux qu'il ait compris, et comme ça on arrête tout. » Il accepte, ils font un repas. Herbeck et Kim Dawson lui montrent un comics. Ils essayent de lui en parler, mais Gray n'en a absolument rien à faire. Il leur dit non. Comment ça en vient alors? Parce que là, en fait, il était plus intéressé par la bouffe que par ce qu'il entendait. Au moment où il partait, il lui dit bon, écoute, prends le comics, on en reparle, au revoir. Il commence à s'en aller, et puis Gray commence à feuilleter le comics. Il dit en fait, on peut le faire. C'est juste des mecs dans des tenues. Sinon, c'est des arts martiaux, c'est des mecs qui se battent. On peut le faire, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il avait dit non sans jamais voir le comics. Il n'a jamais écouté. Je pense qu'il s'était arrêté au nom, en fait. C'est ça. Il s'était arrêté à Tortue Ninja. Et à chaque fois. Il genre, mais non, on va pas faire un truc sur les tortues qui se battent. Et ça. quand il a enfin ouvert les pages du comics et qu'il a vu ce que c'était, et je pense que si le comics avait été un comic book pour enfants, il aurait certainement dit non, barrez-vous. Mais comme il est tombé sur ce truc un peu gritty qui était le premier numéro. Pour rappel, Shredder meurt à la fin. Il y a du sang, les tortues sont sang à la fin du premier numéro. Elle balance un bras de Shredder. Et là, à cette époque-là, la série animée existe déjà. La série animée commençait. Et on était en 88. On était, que je dise pas de bêtises, vers le mois de juillet 88. Okay. Donc alors, la série, il y avait des animés qui passaient. Il dit OK pour faire le film. Il dit OK pour faire le film. Il contacte son supérieur, Raymond Cho, à Hong Kong. Il lui dit écoute, pour 2,5-3 millions, on arrive à faire un film. On tourne à Hong Kong, c'est parfait. Finalement, de fil en aiguille, ils vont se rendre compte qu'il va falloir peut-être revoir le budget un peu plus haut. Ils commencent à approcher d'autres personnes. Ils embauchent Limelight, qui avait des réalisateurs britanniques, parce qu'ils avaient envie, Thomas Gray voulait en fait, se concentrer sur des réalisateurs un petit peu différents d'MTV, un petit peu différents des Américains. Et dans la liste, ils voient un certain Steve Barron. Steve Barron, qui ne connaissait pas du tout à l'époque, il commence à faire des recherches dessus, il se rend compte que c'est juste le mec qui a fait le clip de Michael Jackson, Billie Jean, il a fait Take On Me de Ha-Ha, il a bossé avec ZZ Top, il avait fait un film juste avant également, qui n'a pas forcément très bien fonctionné, Electric Dream, il me semble. Electric Dream, pardon. Ok, donc voilà, c'est quelqu'un qui a un petit background, qui est bien. Alors, il avait été bien reçu le film, mais pas bien par le public. Donc il dit bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc il le contacte. Ça n'a pas marché alors. Barron ne connaissait pas du tout les Tortues Ninja parce c'est un Irlandais qui vivait en Grande-Bretagne. Okay. Donc la série n'arrivait qu'un an et demi après là-bas, donc il a dû regarder les comic books. Au début, il s'est dit bon, pourquoi pas, il feuillette. Et puis à la deuxième lecture, il dit mais en fait, on peut vraiment faire un truc avec. Ok, donc là, on a les deux éléments. On a le producteur donc, et on a le réalisateur. Il manque encore une chose, les costumes. Les costumes. Là, on va attendre. C'est lui le présentateur, je te précise juste au cas où comme ça. Non, mais parce qu'on passe beaucoup de temps, c'est passionnant. Mais là, on a un élément essentiel. On a les costumes, tu l'as dit. Sans de bons costumes, il n'y aura pas de bons films Tortues Ninja. Il fallait des bons costumes. À l'époque, il y a quelque chose, il y a le crack. Le crack du crack, c'est Jim Henson. Alors, Jim Henson qui fait les Muppets, Dark Crystal, Labyrinthe.
qui a une crédibilité. Yoda. On n'est pas dans du CGI, c'est important de le préciser, c'est pas des effets spéciaux. C'est-à-dire que les tortues des premiers films, ce sont des costumes avec des acteurs dedans. On a eu l'occasion de rencontrer l'acteur qui joue Raphaël, Romain et moi à Los Angeles, avec son costume, qui a un peu vieilli maintenant, mais voilà, ce sont de vrais acteurs dedans. Et avec je sais pas combien de kilos d'animatronique dans la tête pour faire contrôler bouger Alors c'était une autre personne qui contrôlait les expressions faciales. Il y avait faciales. 2 personnes en fait qui contrôlaient l'acteur sur le plateau. Ils avaient une oreillette pour s'entendre. Il y en avait un qui contrôlait les yeux, tout ce qui était au-dessus. Non, il y a un travail la partie en dessous. C'est un truc de fou. Il y a un travail de fou. Lorsqu'ils ont contacté Henson, ils se sont dit il va falloir peut-être monter le niveau. Parce qu'à l'époque, les animatroniques fonctionnaient avec des câbles. Ils ont dû faire une technologie radio pour faire fonctionner ça à distance sans câble. Oui, parce que le réalisateur ne voulait pas qu'il y ait des câbles qui dépassent. C'est ça. Il y avait 6 nouvelles technologies qui ont été créées pour le film. C'est un truc colossal. Alors, au final, qui va produire le film? Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a Tom Gray et la Golden Harvest. Il y a Limelight à travers un pote à Steve Barron qui était Simon Phoenix. Mais il n'y a pas de gros studio derrière. Il n'y a pas de gros studio derrière. Personne et surtout, le problème, c'est la Fox était le studio qui était censé mettre le film en avant. Sauf que la Fox les a abandonnés quelques semaines avant le tournage. Le 7 juillet. Cinéma qui a récupéré En fait, ils ont commencé à envoyer la proposition à tout le monde. C'est New Line, justement, qui acceptait un peu tous les produits à l'époque, qui leur a dit... New Line, qui est la maison qui accepte les projets casse-gueule. C'est ça. C'est eux. On est 10 jours avant le début du tournage. Et bon, aujourd'hui, je fais partie des gens qui disent qu'on doit quand même énormément de trucs de notre enfance à New Line Cinéma. Il y avait à chaque fois Et là, on est en les balls d'y aller. En plus, on est en 90, un film de Tortue Ninja avec du kung-fu. Le film ressemble quand même beaucoup plus aux comics que la série animée y ressemble. Il y a des éléments. C'est un bon mix. On n'en parle pas énormément dans les documentaires ou les trucs qu'on peut trouver sur les Tortues Ninja, mais en fait, je trouve que le film Tortues Ninja doit beaucoup à Batman, en fait, au Batman de Tim Burton, qui a prouvé que tu pouvais adapter un comics de manière un peu sombre, malgré tout avoir un succès phénoménal au box-office et vendre des pelletés de produits dérivés. Et c'est un peu le même chemin que va emprunter le film Tortue Ninja, qui finalement s'éloigne du dessin animé pour retrouver le côté un peu punchy et un peu dark du comic book, et qui malgré tout va réussir à séduire un public ultra large. Alors que la personne qui gère la licence, après l'avant-première, on lui dit que c'est de la merde en fait. En fait, la grosse crainte depuis le début qui pesait sur ce film, et c'est pour ça qu'ils ont eu autant de mal à trouver des gens, c'est Howard the Duck, 87, plantage total, et dans non assumé par son réalisateur. Dans toutes les interviews qu'on peut lire, à chaque fois, on reparle de Howard the Duck. À chaque fois, on dit ça n'a pas marché parce que Howard the Duck. Alors, Howard le Canard, on le rappelle, c'est un film avec un canard. D'une licence Marvel. Une licence Marvel qui vient d'une autre planète, qui se retrouve sur Terre à combattre un méchant extraterrestre avec les humains, etc. Moi, film que j'avais extrêmement apprécié dans ma jeunesse, mais qui a été un faux. On fait ce rapport entre le canard et les tortues. Mais là, arrivé en salle, c'est un succès. C'est un gros succès. Mondial. Clairement. On a aussi les Tortues Ninja 2. C'est un plus gros succès encore que le 1, non? Non, il fait moins ils ont vu le lancer tout de suite, en fait. Après, avant même de la sortie en salle du premier, ils se sont dit on va peut-être lancer un deuxième. Ils le lancent dans la foulée, il sort moins d'1 an après le premier. Ah, mais avec une licence comme ça, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hein. Et le problème, pour moi, le 2 est encore mieux que le 1. Ils ont tout mis, en fait, au niveau de l'argent, dans Vanilla Ice. Ah, alors stop, on fait une pause. Si vous ne savez pas qui est le clip ou Vanilla Ice, allez, c'est lui. Yo, it's the Green Machine, gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is here with the new jack groove, gonna rock and roll the place with the power of the Ninja Turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show what the turtles are saying. Ninja, ninja, rap, ninja, ninja, rap, ninja, ninja, rap. Go, 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 ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, ninja. Alors ça va devenir l'hymne officiel des films Tortue Ninja. Go Ninja, go Ninja. Quand ça sort, moi j'ai aucune idée de qui est Vanilla Ice. Alors qu'il y a le fameux Ice Baby légendaire surtout en France, de Vanilla on ne Ice. peut-être pas forcément. Aux US, c'était carrément autre chose. Ça a propulsé en plus la carrière. Donc c'est lui qui prend une grosse partie du budget de le premier Tortue film a Ninja 2. coûté 13,5 millions, le deuxième 17 millions, mais vu qu'il y avait toute la technologie qui avait déjà été faite pour les tortues, il n'y avait plus besoin de la mettre en avant. Ils ont eu énormément de mal au premier film de trouver le budget à chaque fois, ils ont dû monter les sommes. Là, toute la somme quasiment, je crois qu'il a pris plus de la moitié du budget pour Vanilla Ice. C'est colossal. Et c'est surtout une connerie. Et finalement le premier a rapporté aux US 135 millions, au total 200 millions.
Le deuxième n'a rapporté que 74 millions, il me semble, de mémoire. Alors, tu sais que Vanilla Ice continue à faire son beurre là-dessus aujourd'hui. Quand il fait ses concerts nostalgiques, etc., il a toujours une ou deux Tortues Ninja sur scène avec lui. Et il chante le Ninja Rap tout le temps. Mais je croyais qu'il avait arrêté de chanter après avoir fait un mea culpa sur beaucoup de mensonges il continue. sur son passé. C'est la tournée, l'équivalent américain de la tournée des années 80, où c'est des trucs nostalgiques ou des machins. Alors, après, il y a un troisième film, mais on va pas trop en parler. Les Tortues, parce qu'il est nul, les Tortues, machin, tatati tatata. Il va falloir maintenant qu'on aborde, donc on l'a vu, comics, jouets, animés, films, mais on va passer maintenant à quelque chose de super important, je vous le remonte, on va passer, évidemment, pareil, une licence à succès dans les années 80, elle est obligatoirement adaptée en jeu vidéo. Et là, on a la version NES. Celle sur laquelle, si vous y avez joué, voilà, l'eau, tout ça, les trucs électriques, vous avez forcément pété un câble sur ce jeu à un moment ou un autre de votre jeunesse. Alors, le jeu est réputé très dur. Moi, à l'époque, il me rendait fou. Il a rendu fou tout le monde. Mais il fallait y jouer parce que c'était les Tortues Ninja en jeu vidéo. C'était un truc de ouf. C'est Konami qui récupère la licence pour les Tortues Ninja très très tôt. C'est-à-dire que le jeu, il sort il sort pas en 89 89. Très, très tôt. Donc, il sort au bon moment. En France, on a tout en même temps. On a le jeu vidéo, on a la série animée, on a les jouets. La France est arrivée pile au bon moment, en fait. Et on a même les albums Panini qui arrivent. On a vraiment une Tortumania, c'est ce qu'on appelait à l'époque. La France est submergée par les Tortues Ninja. Je sais pas si tu te souviens, je pense que ça se fait toujours, mais alors moi, un truc qui se faisait beaucoup quand j'étais gamin, c'était les anniversaires dans des chaînes célèbres de fast-food, où tu pouvais aller passer une heure avec tes copains. J'avais pas d'argent. Non, mais en fait, tu passais une heure, tu mangeais ton menu, J'avais pas de copains non plus. Et je me souviens qu'un anniversaire, un de mes potes, de copains d'école, m'avait rendu tellement jaloux parce que tous les cadeaux qu'il avait reçus, sans exception, c'était des trucs Tortue Ninja. Ça devait être pareil, 90, je pense, je devais avoir 5 ans. Et c'était vraiment la Tortumania. Tout le monde avait, sans se concerter. Et puis il y avait un fan club que des cadeaux. J'étais membre, j'avais la carte. Moi, j'étais membre. Non, mais je le dis avant qu'il le dise parce que sinon. Pour les jouets, en France, les Tortues Ninja sont arrivés en plus pile poil au bon moment parce que c'était vraiment la fin de l'essoufflement des maîtres de l'univers, qui ont vraiment régné en maître sur les années 80 en termes de jouets. Et au moment où vraiment le dessin animé n'intéresse plus les gamins et la gamme de jouets et Brave Star, mais Brave Star, ils se sont plantés malheureusement, alors que moi je kiffais. Petit ange parti trop tôt. Mais les maîtres de l'univers commencent véritablement à s'essouffler et les tortues, elles arrivent et il y a un vide à remplir et alors il y avait parfois, on parlait aux États-Unis d'un épisode par jour, mais moi j'ai connu une époque où il y avait un épisode par jour aussi en France. Parce que quand les tortues sont arrivées en France, il y avait le matin et même le soir. Mais oui. Et quand les Tortues sont arrivées en France, on était déjà à 3 saisons, donc ils pouvaient largement. On a même eu certains épisodes avant les US. Il y a eu une partie qui s'est passée en Europe, des voyages des tortues en Europe, qui est apparu aux US, Italie, France, Autriche. Je me rappelle pas de la France. 2 épisodes en France, qui sont sortis au long de la saison 7 aux US, mais vu qu'ils ont été faits en grande partie en Corée et en France, au niveau du dessin. Les épisodes sont sortis en 93-94 en France, donc un tout petit peu avant les US. Il y avait Dick Animation aussi. Je sais pas. Je sais que les décors du dessin animé ont été faits à Blois. Oui. Il y a une partie de l'animation qui était faite en Corée. On va rester là. C'est ça qui est cool. On va rester là. On continue sur les jeux vidéo. On avait 7 épisodes. Je l'avais sur Game Boy. Beaucoup plus facile à terminer. Et en plus, tu pouvais choisir ton niveau. Donc, tu pouvais commencer direct au dernier. Et puis ça, l'épisode Game Boy, c'est génial. C'est moi, je finis en 30 minutes, mais la musique. Plaisir. On est passé très vite sur l'épisode NES, mais c'est un jeu qui est très important dans l'histoire du jeu vidéo à plein de niveaux, parce que déjà on se balade sur la map. Oui, et sur NES, on est parmi les top-sellers de la vie de la console, en fait. Je me demande même, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande même si c'est pas le jeu NES le plus vendu. Tu sais quoi ? Tortue Ninja. Moi, je vous propose qu'on se regarde la pub de l'époque, parce que elle fait plaisir. Fresh from the sewer. And into your Nintendo Entertainment System comes Ultra's version of Teenage Mutant Ninja Turtles. Now you can take control of these heroes in a half shell as they nunchuck, swim, and bazooka blast their way through sewers and streets, ridding the world of rival robots, wretched ruffians, and the evil Foot Clan forever. Teenage Mutant Ninja Turtles. They're out of the sewers and available where Ultra games are sold.
Alors, il me semble qu'en France, on avait eu des packs, un NES Tortue Ninja, qui ont fait que ça s'est écoulé à bloc. Ce petit générique qu'on vient de voir était présent aussi dans les VHS du dessin animé. Donc un enfant français qui achetait le dessin animé, alors soit il voyait le dessin animé à la télé, soit il le voyait en VHS, il était forcément au courant de cette sortie. Oui, c'était un cercle vertueux, vertueux. Vicieux un pour les cercle parents. commercial. Vertueux pour les enfants, vicieux pour les parents. Vertueux pour les enfants, vicieux pour les Et parents. après, donc, on a l'épisode sur NES, on a l'épisode Game Boy, on a l'épisode arcade aussi, qui est excellent. On est dans du beat'em all vraiment très très bon. Je vous raconte ma vie 2 minutes, puisque je suis là aussi pour ça. C'est que moi, ce jeu, j'habitais en banlieue de Rouen, et il y avait un café dans Rouen qui avait ce jeu, et j'avais pas d'argent, et je descendais à pied, c'est quand même 1 heure à pied de chez moi, et j'allais juste pour regarder le truc dérouler. Et le mec avait il avait tellement pitié de moi qu'il me mettait des crédits pour que je joue. Donc il était quand même très très cool. Quand je lui disais mais je viens de Canteleu, il me dit quoi? Mais c'est loin. Je dis ouais, mais bon. Et après, on a évidemment Turtles in Time. Voilà, Turtles in Time, peut-être l'épisode le plus célèbre sur Super Nintendo, qui est pour moi est peut-être le meilleur jeu Tortue Ninja. Pour beaucoup, ça l'est, clairement. On peut balancer les ennemis sur l'écran et voilà, les musiques, et exactement, les musiques. On peut jouer avec n'importe quelle tortue. Et on peut jouer avec ses potes. On peut jouer avec ses potes. À 2, pas à 4 par contre. Non, mais comparé à l'arcade. On jouait à 2, c'était. Enfin, moi, je me souviens qu'on se retrouvait à la MJC de ma ville, en banlieue nord de Paris. Et à la MJC, tous les mercredis après-midi, on ponçait les tortues sur Super NES sans s'arrêter. Parce qu'à l'époque, et ça c'est encore un peu vrai aujourd'hui, les jeux à licence, qui étaient tirés d'un film ou d'un dessin animé, ça avait souvent une connotation négative de jeu fait un peu à l'arrache pour coller à la sortie d'un film, etc. C'est vrai, mais on le voulait quand même. Oui, on le voulait quand même. C'est pas différent aujourd'hui, finalement. C'est vrai. Et les Tortues Ninja, eux, avaient un niveau de qualité de réalisation qui faisait que, en tant que jeu à part entière, même si tu mettais de côté le fait que c'était un jeu Tortue Ninja, ça restait un excellent beat'em all. Mais là aussi, je rappelle, c'est Konami derrière, et c'est pas un hasard que ce soit Konami et qui pousse cette excellence, en tout cas en termes de gameplay, de volonté de faire un très bon jeu, parce que à l'époque Konami ça envoyait quand même du très très lourd. Et puis après on a à maintenir. Ah oui. Et puis après on a eu aussi un jeu de baston, Tournament Fighter Tortue Ninja, qui reprend les poncifs d'autres jeux, mais qui n'a pas à rougir. C'était. Il est toujours considéré comme un des meilleurs, surtout qu'il introduit des nouveaux personnages. Voilà, le Triceratops, Non, mais en fait, il prenait des personnages un peu partout dans le multivers Tortue Ninja. Il y a Armagon, par exemple, qui est un personnage du comics pour enfants. Alors, on n'en a pas parlé, mais parallèlement au dessin animé, on a eu un comics pour enfants qui est sorti chez Tourneau en France. Donc, Armagon, qui est un requin qui traverse le temps, qui est dans le jeu. Il y a plein de personnages qui ont été créés pour le jeu aussi. C'est vraiment un jeu. C'est un extraterrestre, mais génial. Voilà, à cette époque-là, les Tortues Ninja, c'était. Voilà, partout. Il n'y avait rien au-dessus. Les enfants, on était fans du dessin animé, du jeu vidéo. Le concert. Le concert. On peut parler du concert. Oui, les Tortues Ninja faisaient carrément des concerts. Des concerts. Alors, vous dites comment faire des concerts. Vous savez quoi? Allez, on se met un petit peu juste pour le kiff. Yo, it's a total family celebration. Wow, surf is always up when you're a party, dude. Listen to me. Shredder's here at the theater, and he's got a machine that'll suck all the music out of the world. Turtles, attack! Whoa, dude, the dudettes, only you can help us save the music and destroy Shredder. Cowabunga! Brought to you by Pizza Hut. Tickets on sale now at the Masonic Temple and all Ticketmaster outlets. Call 645-6666. Exceptionnel, les Tortues Ninja en concert. Donc, qui peut stopper les Tortues Ninja? Traduit en français. Qui peut stopper les Tortues Ninja à cette époque? Parce qu'on arrive bientôt, on est sur les 5 dernières minutes de l'émission. Toutes les belles histoires ont une fin. Rangers. Et là, c'est elles-mêmes qui sont stoppées. Voilà, moi je suis plutôt d'accord. En vrai, c'est elles-mêmes. C'est-à-dire que ils tournaient en rond, ils ne sont pas renouvelés, ils sont restés sur leur laurier. Et à côté de ça, il y avait d'autres choses qui arrivaient. Il y avait Batman en 92 qui était un dessin animé pur. Et d'ailleurs, les dernières saisons des Tortues, les Red Sky Seasons, sont 7 à 10, ont essayé de reprendre un peu cette ambiance-là en 20. Et on a eu Power Rangers en 93-94. Power Rangers qui va faire un crossover avec Tortue Ninja à un moment donné. Avec le personnage féminin, la tortue. Si tu regardes l'influence des Tortues Ninja, parce que Teenage Mutant Ninja Turtles,
Mighty Morphin Power Rangers. Ça vient pas de nulle part, en fait. Ils ont repris la rythmique du nom des Tortues Ninja sur Power Rangers, parce que c'est quelque chose qui était catchy et qui marchait bien. Sachant que Saban, Haim Saban, donc le producteur de Power Rangers, avait, il me semble, dit fuck aux Tortues Ninja. À l'époque, on lui a proposé pour la première fois. C'est vrai? Et il avait dit non, je ne veux pas. Et puis ensuite, il a fait les Power Rangers. On va quand même mettre les Tortues Ninja dans... Et c'est lui qui est derrière la série live de 97, qui est un des pires trucs. Alors là, on parle du déclin, voilà. Ouais. Là, à cette époque-là, en fait, les tortues stagnent, coulent, et ils se disent, vas-y, on va faire plein de trucs qui vont encore faire couler plus la licence. Ils essayaient de la remonter. Oui, mais ça a fait totalement l'inverse. On a une série live qui est horrible. Franchement, les personnages auraient pu avoir un potentiel de fou s'ils étaient bien écrits. Oui, mais c'est horrible. Ne cherche rien à... Non, et c'est là où se sont brouillés Kevin Eastman et Peter Laird. Voilà, sur le personnage féminin. C'était la goutte d'eau. Sur la tortue féminine. Ils commençaient déjà à s'embrouiller depuis 7-8 ans. Et donc là, c'est la fin d'une belle idylle entre eux, où voilà, il y a quelqu'un qui va, il y en a un qui va revendre ses parts, qui va un petit peu sortir des projets parce que ça correspond pas à ce qu'il veut faire. C'est un visionnaire. Il voulait toujours taper plus haut, il voulait toujours faire d'autres choses. C'était quelqu'un qui a révolutionné beaucoup de choses dans Mirage, justement. Et au bout d'un moment, il le dit très bien dans Toys That Made Us, il avait envie en fait de s'émanciper de la figure paternelle. Il voulait faire autre chose. Il a racheté Heavy Metal par la suite. Il a fait ses propres trucs. Et Laird est resté dans les Tortues. Et c'est lui qui a sauvé en fait les licences à partir de 2001. Alors voilà, on a un creux quand même pendant quasiment 10 ans. 5 ans. De 98 à 2003, on a un creux. 98 la fin de Next Mutation, c'est 98. Moi, je mets à... franchement... tombé avant. On avait tous vieilli, donc on était il y a eu un comics qui est sorti entre 95 et 99, qui a voulu revenir aux origines. 95-96, c'est fini, les Tortues Ninja. Ils essayaient encore, mais oui, clairement, on peut même partir sur du 92-93. Parce que la licence... On pinaille, parce que là, il nous reste 2 minutes. Mais voilà, on a un gros creux. Et puis, on a, on va dire, pour moi, on reprend vraiment en qualité, en tout cas, avec déjà un premier film d'animation. 2007, mais voilà. Avant il y a quand même le dessin animé, en 2003. Oui, il y a le dessin animé. C'est simple, quand est-ce que Nickelodeon récupère 2009. 17 octobre 2009, il rachète le truc. Okay. Pour moi, là, ça change tout. Ouais. Pour moi, ça change tout. Nickelodeon a tout changé dans le sens de comment reprendre à la base du truc. Et il y a une série donc, de 2012, un animé qui pour moi est exceptionnel, vraiment, il est très très bon. Ouais, et j'étais le premier surpris à me dire, ah ouais, en fait, on peut encore kiffer les Tortues Ninja avec un design différent qui est pourtant, on se dit, c'est pour les enfants. Et en fait, non, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est vraiment clairement cool, etc. Et puis, on est arrivé jusqu'à 2 longs métrages qui ont la qualité qu'ils ont. Mais moi, à titre personnel, je les apprécie. Je fais partie de ces défenseurs aussi, sauf le design. Voilà. Donc, franchement, on est revenu. Est-ce que on va terminer là-dessus et on va faire un petit tour de table, même s'il n'y a pas de table. Joe, est-ce que pour toi, on peut encore espérer revoir les Tortues Ninja, aller, voilà. Oui, parce que en fait, les personnes qui ont grandi avec les Tortues Ninja sont aujourd'hui adultes. Les Tortues Ninja font maintenant partie de notre ADN, ont forgé une partie de la manière dont on voit le monde. Notre culture perso, elle vient de là aussi. Et donc, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui auront envie de créer de nouvelles choses avec les personnages avec lesquels ils ont grandi. C'est pour ça que le comic book existe toujours et qui se porte même plutôt bien. Il y a des choses, pas forcément en termes de vente en France, mais le comic book Tortue Ninja est vivant encore aujourd'hui et il s'y passe des choses super. Crossover avec Batman, qui big up à iComics, Ghostbusters. iComics qui édite Tortue Ninja en France et qui fait des choses très bien. Je vous encourage à lire. Donc non, à mon avis, on n'en a pas fini avec les Tortues Ninja et de toute façon, le concept est tellement universel et intemporel, si tu veux, que ça se prêtera à être réinventé, à être repensé, comme peuvent l'être les personnages de Batman qui ont plus de 80 ans aujourd'hui. Je pense qu'on est sur un concept qui a été créé, comme on l'a dit au début de l'émission, avec rien, et qui va perdure. Qui va perdurer. Romain ? Nickelodeon n'a pas payé $60 millions pour le mettre dans un carton rapidement. Là, il y a une nouvelle série animée qui est visuellement horrible selon moi, mais qui plaît bien. Moi, j'aime bien. Qui plaît bien aux enfants. Dans le comics, ça bouge. Ils ont ajouté une 5e tortue plus subtilement que dans la série live de 97. Il y a déjà des projets de films. Les jeux vidéo, peut-être qu'elles reviendront. Et les jouets qui ressortent par dizaines. Mais c'est un éternel recommencement. La Tortue Ninja, c'est une licence que tu peux rebooter régulièrement. Parce que la série de 2012 avait un grand succès, était très populaire, mais ils ont arrêté au sommet
pour pouvoir relancer autre chose, relancer des nouveaux jouets, tout ça. C'est une série que tu peux produire comme je dis. régulièrement. Bon, Lionel, je te pose la question, mais je pense que j'ai la réponse. Les tortues ont toujours su se renouveler. Et surtout, ont toujours été adaptés à tout le monde. On a eu un dessin animé pour les enfants, on a eu un film plus adulte, on a eu un comics beaucoup plus sombre, parallèlement à un autre comics pour les enfants. Ils ont toujours su en fait s'adapter à tout le monde, tous les publics. Et c'est ce qui leur permettra en fait de traverser les âges, comme tu disais très bien. Il y a toujours un renouvellement, il y a toujours des possibilités de se mettre dans le temps en fait. Ouais. Puis parallèlement à ça, on a l'effet nostalgie maintenant. Les fabricants de jouets, je ne vais pas citer de marque, mais qui sont en train de ressortir des purs produits qui sont beaucoup plus fidèles à ce qu'on avait d'origine par rapport à ce que les jouets ont fait dans notre enfance. Donc non, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ce qu'ils prévoient pour le prochain film, c'est, de ce que j'ai entendu, ça peut potentiellement être un très gros truc. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je suis d'accord avec vous, et tant mieux, kiffons tous ensemble, et pour les générations qui n'ont pas connu la Tortue Mania comme on a pu connaître nous les vieux, eh ben écoutez, ça va venir, et peut-être ça a déjà commencé. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.